Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à la Maison des Arts et Loisirs. Alors, je suis Serge Douloc, le nouveau directeur du lieu. Voilà, je suis arrivé depuis une quinzaine de jours. Je suis très content d'accueillir cette rencontre autour d'un thème art, culture et réalité qui nous touche, même ici à Lens, dans une ville, un milieu rural. Et j'espère que cette journée de réflexion sera l'occasion pour vous de repartir avec quelques de nouvelles idées enrichissantes et que vous passerez un excellent moment. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps parce que déjà je crois qu'il y a un petit peu de retard. Donc je vous laisse vous mettre au travail. Très bonne journée. Bonjour à tous. Je me présente simplement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Rémi Giachetti, je travaille à la Chambre d'eau sur une mission qui est principalement liée à l'accompagnement de porteurs de projets culturels en milieu rural. Et c'est Vincent et moi, mais aussi toute l'équipe de la Chambre d'eau, évidemment, qui vous accueillons très gentiment et très sincèrement ici à la Maison des Arts et Loisirs. Et simplement, on va juste introduire en voulant expliquer pourquoi on a voulu faire cette journée. En fait, c'est la suite d'un rendez-vous qui a eu lieu l'année dernière à Maroilles et au Quesnoy, donc dans le département du Nord, mais assez proche d'ici, près de là où nous, la Chambre d'eau, nous sommes implantés, dans la Vénois. Et ces deux journées, donc on a réuni 150 personnes venant de toute la région, mais aussi d'autres régions de France, pour discuter sur cette question qui, pour nous, est essentielle du lien entre art, culture et ruralité. Et avec des interventions de chercheurs, des ateliers d'échange, des présentations d'artistes, des rencontres aussi artistiques avec un spectacle en soirée. Enfin voilà, c'était très riche, mais après ces 2 jours, il y avait encore une envie de continuer ces échanges et de poursuivre cette réflexion. Donc on a voulu poursuivre ce travail-là en 2018. Et puis le fait qu'il y ait cette fusion des régions entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie a fait que le territoire a finalement beaucoup changé pour nous au niveau régional et que le département du Nord, dans lequel qui était à la fois très urbain mais avec des espaces aussi très ruraux, finalement il s'est retrouvé un grand territoire picard qui est très rural, et notamment ce département de l'Aisne qui est quand même le plus rural de la région, et donc ça nous a paru assez symbolique de le faire ici. Et à Lens parce que c'était un peu central dans le département, et à la Maison des Arts et Loisirs parce qu'il y a eu une complicité avec l'ancienne directrice, et que voilà, ça nous paraissait un lieu assez intéressant pour le faire. Donc cette journée, on a voulu aussi la centrer un peu. Il y a un sous-titre qui est « Conforter les pratiques ». On a voulu la centrer vraiment sur les pratiques des acteurs. Et ça a été vraiment un travail qu'on a fait en concertation avec la région et la DRAC sur vraiment comment on réunit les acteurs, qu'ils soient associations, qu'ils soient artistes, qu'ils soient élus locaux, qu'ils soient collectivités territoriales, autour d'ateliers d'échange, de temps de réflexion, de formes assez plurielles de rencontres sur cette question art, culture, ruralité, pour vraiment voir tous les points de vue réunis et puis partager tout ça ensemble. Donc, en tout cas, là, ce matin, on va commencer par une présentation un peu, parce que cette réflexion-là, elle se déroule aussi dans un cadre un peu national, qui est animé notamment par l'UFISC et la FEDELIMA sur vraiment cette question des pratiques culturelles en milieu rural. Et donc il y a d'autres réflexions qui se sont passées en Ardèche là récemment. Et donc Vincent va un peu faire le retour sur ces réflexions, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les échanges qui naissent de tout ça. Et puis donc il y a Vera Bessonov de la FEDELIMA qui va nous rejoindre, mais qui a un petit problème de retard de train. Donc voilà, pour partager ça, mais c'est vraiment dans l'idée qu'il y a un échange avec vous. C'est pour ça qu'on a laissé un temps assez long d'échange avec la salle. N'hésitez pas à prendre la parole et à échanger. Et puis après, on vous présentera les ateliers de la deuxième partie de la matinée. Voilà, bonne... Merci Rémi pour cette belle introduction. Merci aussi à Serge Douloc pour l'accueil à la Maison des Arts et des Loisirs de Lens. C'est vrai qu'on n'est pas directement à la campagne, mais on a quand même une superbe vue sur la campagne environnante quand on s'approche des fenêtres. Et ça, c'est très beau et très intéressant. Voilà,
pour commencer, moi je voulais faire un petit retour, une petite synthèse de cette réflexion qui est en cours. Rémi l'a dit depuis l'année dernière, mais en fait la Chambre d'eau développe ce questionnement depuis 2008, où c'était la première année, le premier séminaire qu'on a organisé, c'était en 2008, donc ça fait 10 ans. Et donc d'année en année, les choses se nourrissent et on engrange un peu à la fois les réseaux et les pratiques. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, en dépit des kilomètres à faire, des risques de blocage pour la circulation, etc. Voilà, et donc ce que je voulais faire en premier lieu, c'était reposer un peu le cadre général de la réflexion, en m'appuyant surtout sur une synthèse des rencontres qui ont eu lieu les 19, enfin je sais plus, 19 et 20 octobre, l'année dernière à Maroilles et Le Quesnoy. Sur la question principalement des singularités de l'action culturelle en milieu rural. Donc je vais vous proposer une petite analyse en trois parties différentes. D'abord un peu ce que je vais appeler les capacités, nécessités propres aux acteurs culturels en ruralité. Ensuite la question des besoins qui ont émergé de ces rencontres. Et enfin, la question des défis qui semblent se poser et qui se posent à nous. Sur le premier chapeau, alors la notion de capacité-nécessité, je trouvais assez intéressant de ne pas forcément trancher, parce que finalement c'est une espèce d'idée double qui est de dire, au fond, est-ce que les capacités qui sont développées par les acteurs en milieu rural ne sont-elles pas aussi des nécessités de survie? On est toujours dans cette tension entre comment dans certains milieux, dans certains espaces, on développe des compétences et des capacités qui sont aussi nécessaires pour vivre ou pour survivre. Donc la première de ces capacités et nécessités qui est remontée de ces rencontres, c'est celle de l'engagement. L'engagement. Les acteurs culturels en milieu rural, qu'ils soient élus, bénévoles, professionnels, sont majoritairement des personnes extrêmement engagées dans l'action. Et c'est des choses qu'on retrouve à travers les différentes expériences en milieu rural en général. Et c'est un engagement qui est à la fois individuel et collectif, qui peut s'appeler du militantisme pour beaucoup. C'est vraiment le premier point. La deuxième capacité-nécessité, c'est la capacité-nécessité à voisiner. Alors c'est un petit néologisme, voisiner, qui est remonté de ces rencontres, qui était plutôt, enfin, je trouve assez intéressant. C'est vrai que l'implantation rurale, on voit souvent la notion de territoire comme espace de travail, plutôt qu'à une notion de public stricto sensu. C'est-à-dire que là déjà, on sent très fort la notion de dire, mais nous on travaille sur un territoire et pas nécessairement sur une question de public. Et cette notion de territoire, elle est à prendre évidemment dans toute son épaisseur. C'est pas seulement le territoire géographique ou administratif, c'est aussi un territoire de paysage, un territoire de patrimoine, un territoire d'histoire, un territoire de vie, un territoire aussi de représentation. Quelle représentation on a de la ruralité de notre territoire? Cette pensée de territoire, elle ouvre naturellement les acteurs à nouer des collaborations de voisinage, parce que quand on parle de territoire, on parle de voisins forcément. Et en croisant finalement les projets avec des champs et des disciplines qui n'ont pas a priori à voir avec le champ de l'art et de la culture. C'est ainsi que peuvent se nouer souvent des collaborations avec des acteurs aussi divers que ceux du monde agricole, le monde de l'entreprise, le monde de l'éducation, du social. Il y aurait une porosité, il y aurait une facilité à rencontrer son voisin, même si c'est pas le même métier, même s'il fait autre chose, en milieu rural qu'on ne retrouverait pas forcément ailleurs. Donc la ruralité resterait ainsi potentiellement un espace de porosité, de transversalité, qui est finalement facilité par l'appartenance à un territoire commun. La troisième capacité, nécessité, c'est aussi celle d'un autre rapport au temps.
cette notion du temps est apparue à plusieurs reprises comme quelque chose de central dans la genèse et le déroulement des actions et des projets. C'est-à-dire cette notion de dire, mais finalement, il faut prendre le temps, les choses se font dans la longueur, on est sur des pratiques souvent ou alors se répètent, je pense à des festivals qui se répètent toutes les années ou tous les 2 ans, mais on est dans quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Alors, est-ce que cette notion du temps, elle est facilitée aussi par l'implantation rurale et le rapport qu'on peut avoir à un environnement, une connexion peut-être plus grande avec la nature? C'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas, cette notion-là est quand même intéressante. Et à la fois, elle est double, parce qu'à la fois, il y a une notion du temps qui est longue sur les projets, et en même temps, à contrario de cette inscription dans un temps long, il y a aussi une réactivité et une opérationnalité. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment remonté, une opérationnalité qui semble simplifiée en milieu rural. En gros, pour le dire très concrètement, l'organisation d'un événement, le prêt de matériel, l'obtention d'un espace, d'une salle des fêtes, d'un lieu, etc. On va voir le maire, on est dans des relations de confiance. Les choses sont quand même souvent largement plus simples qu'elles ne le seraient dans des administrations plus lourdes et plus parce qu'il y a effectivement ces relations de confiance qui se nouent. Capacité, nécessité de se rassembler, de faire réseau pour rompre l'isolement. Alors évidemment, là, on est dans une capacité, nécessité, parce que évidemment, la question de l'isolement en milieu rural est assez forte. Et donc, on sent effectivement qu'une envie très très forte des acteurs de se rassembler, d'échanger les pratiques, de partager leurs projets. Parce que souvent, peu nombreux et isolés, les acteurs culturels sont très demandeurs d'espaces collectifs, de partage d'expériences, de mise en réseau. Il apparaît à travers les différentes expériences présentées que les partenariats au sein des territoires sont multiples et fréquents et associent de nombreux acteurs, publics, privés, collectivités locales, associations, autour de projets communs. Il faut quand même se dire aussi que, pour faire un petit recul historique, que la ruralité a quand même été aussi le berceau de naissance des coopératives, hein, les premières fruitières, les coopératives agricoles, la notion de coopération en milieu rural, c'est quelque chose qui est peut-être aussi un peu ancré dans l'histoire et dans la culture des gens qui vivent en ruralité. Voilà, après il y a des formes, mais on sera l'objet d'ailleurs d'un atelier tout à l'heure, hein, des formes de collaboration qui naissent sur de la mutualisation de matériel, sur des regroupements d'employeurs, etc. Enfin, toute une série de réponses à cette mise en commun, à cette volonté de se rassembler. Le caractère par exemple, singulier est souvent assez inclassable des acteurs culturels en milieux ruraux, qui remet aussi souvent un peu en question les approches classiques de la culture, distinguant la création artistique, la diffusion et l'action culturelle. En gros, voilà, le système qui tendrait à penser qu'on produit, on crée, on produit une œuvre qu'on va ensuite chercher à diffuser et autour de laquelle on va développer une action culturelle ou une action de médiation. C'est un système qui tend effectivement à être complètement bousculé dans les expériences qu'on a pu croiser en milieu rural, où finalement il y a des processus de création qui sont lancés, il y a de la diffusion, mais il y a des rencontres avec des publics en cours de création. Voilà, on est dans un modèle qui se réinvente d'autres manières et autrement dans ces territoires. Et une autre remarque par rapport à ça aussi, c'est l'aspect pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on est aussi beaucoup dans des projets qui sont hybrides, qui vont pas nécessairement concerner une pratique artistique particulière, mais vont croiser différents domaines de l'art. Voilà, un petit peu sur cette question de se rassembler, de faire réseau et de croiser les choses. S'il y a un autre croisement encore, c'est le croisement aux échelles territoriales. C'est-à-dire qu'il y a souvent une capacité
à être dans l'hyper-local, c'est-à-dire quand je dis voisiner, à toucher son voisin, à être vraiment dans le très local, et aussi à entrer dans des réseaux à des échelles beaucoup plus larges, comme les réseaux départementaux, des réseaux régionaux, des réseaux nationaux, où là on a un peu cette tension et cette capacité des acteurs à la fois faire des partenariats avec une structure régionale, à être dans des réseaux qui sont régionaux et en même temps à être plus proche de son territoire. La capacité suivante, c'est celle de l'invention et de l'expérimentation. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti, mais je l'ai déjà un peu dit, à travers le croisement des formes, des approches. Effectivement, le contexte rural serait favorable à l'expérimentation avec des cadres un peu plus souples. Beaucoup de choses sont à inventer. Alors, les choses qui ont été un peu dites lors de ces rencontres, c'est que finalement, peut-être que cette expérimentation, elle était aussi liée au fait qu'on était un peu loin des normes, un peu loin des modèles. Il y a des gens qui ont dit, bon, on n'est pas toujours complètement dans les clous quand on fait un truc dans une salle des fêtes, etc. Mais il y a une forme de liberté à l'invention qui est peut-être de normalisation qui est peut-être un peu moindre et qui permet, qui est un terreau intéressant pour cette expérimentation. Alors cette expérimentation, elle se joue à la fois sur le plan artistique, avec sur le plan artistique la question de l'itinérance, qui est un élément très fort, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans cette idée de lieu dédié, mais bien dans cette question de dire, eh bien, on va faire des choses de façon itinérante, on va occuper des lieux différents, d'un rapport différent des artistes au territoire. Sur le plan de la diffusion, on est aussi beaucoup sur l'utilisation d'espaces non dédiés, voilà, avec l'utilisation de lieux patrimoniaux, le travail dans l'espace public, le travail dans l'espace naturel, le travail dans toutes sortes finalement de lieux qui peuvent être aussi des lieux du quotidien de pratique de la ruralité. Sur le plan de la médiation, il y a pas mal aussi de travail et de travaux qui sont menés sur la question du lien aux habitants et de la manière dont on va travailler cette question avec les habitants, et non pas nécessairement en le pensant comme public, mais en le pensant comme voisin. Donc là, il y a beaucoup de pratiques, mais ce sera aussi l'objet d'un atelier tout à l'heure, juste après. On est quand même sur un passage de cette notion un peu qui a prévalu dans la décennie précédente de démocratisation culturelle à celle de participation. Les gens sont présents à beaucoup d'endroits différents, celui du spectateur, celui du complice, celui du témoin, celui du modèle, celui qui entre dans la pratique, celui du passeur, celui qui va dire à son voisin viens, c'est intéressant. Donc il y a toute une série de postures, de passages différents de l'habitant qui peuvent être regardés de façon extrêmement diverse. L'adresse au public se charge de valeurs particulières, ça c'est aussi quelque chose qui est remonté beaucoup, la question de la convivialité, évidemment, la question aussi de dispositifs spatiaux qui vont changer le rapport au public. On n'est pas de la même manière, là on est dans une situation très frontale aujourd'hui, mais on ne situe pas de la même manière quand on présente une œuvre dans une grange ou quand il y a un espace extrêmement connoté qui va créer des modes de convivialité qui vont aussi changer la relation à l'art et la façon de recevoir et d'échanger avec l'œuvre et avec les œuvres. Et puis là où il y a pas mal d'innovations, l'expérimentation en milieu rural, c'est quand même sur le plan des modes de gouvernance et des modèles économiques. L'ouverture sur des modèles économiques de l'économie sociale et solidaire, avec on l'a dit un peu tout à l'heure, avec la question de la mutualisation, des coopératives, donc pourquoi de l'économie solidaire? Parce qu'on répond à des besoins non couverts, des besoins qui relèvent du concept d'utilité sociale, mais parce qu'il y a des modes d'organisation et de gouvernance collective, associations, etc., coopératives. On a vu à travers ces rencontres en octobre plusieurs exemples de coopératives d'emploi, mais aussi avec l'exemple du collectif Parasite notamment, qui
qui montraient à quel point leur organisation et leur gouvernance était horizontale à travers tout un système de groupes de travail, de référents, etc. On est dans l'économie solidaire aussi parce qu'on croise les ressources monétaires et non monétaires, c'est-à-dire le marchand et le non marchand. Voilà, avec on l'a dit aussi, mais beaucoup d'engagement, de bénévolat, de prêts de lieux. On s'aperçoit, on essaie d'analyser certains projets, où on s'aperçoit qu'en fait la valorisation non monétaire de ce qui est réalisé est énorme par rapport à la partie qui est directement qui passe directement par l'argent. Voilà, alors après la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une nécessité ou une capacité, c'est-à-dire, voilà, est-ce que pour autant cette question du bénévolat et est-ce qu'on fait parce qu'on n'a pas les moyens autrement, mais en même temps en faisant parce qu'on n'a pas les moyens, qu'est-ce que ça génère dans la participation et de plus-value par rapport au projet. Donc là il y a eu beaucoup de débats autour de ça évidemment, hein, comment à la fois mais on va le voir juste après sur la question des besoins. Dans les besoins, il y en a un qui est ressorti évidemment, c'est celui de le besoin d'ingénierie culturelle, c'est-à-dire celui de se dire, mais au vu de la complexité croissante des démarches administratives, mais aussi des projets, il y a d'importants besoins de professionnels sur l'administration, bien sûr, sur le montage des projets, mais aussi sur la médiation, sur la communication, la direction artistique. Ce qui est remonté de l'ensemble des acteurs qui étaient là, c'était ce manque cruel de moyens humains qui de ce fait mettait en question un peu la pérennité du projet. On voyait des projets qui réussissaient à se réaliser, à se produire, mais qui n'arrivaient pas à se poursuivre, faute d'ingénierie, faute d'avoir réussi à aller chercher les bons financements au bon moment, etc. Et il y a unanimité pour dire en 10 ans, la question de la pression, de la normalisation des financements, de la complexité d'accessibilité à ces financements a été quelque chose et de la raréfaction, bien sûr aussi l'argent public, a été quelque chose de très important qui vient entraver le développement des projets. Mais en même temps, la crainte d'une ingénierie castratrice est assez vite revenu en disant oui, ok, on a besoin d'ingénierie dans les territoires, mais une ingénierie de co-construction, pas une ingénierie qui viendrait d'en haut et qui viendrait peut-être nier et casser l'innovation, l'inventivité des projets. Donc une vigilance par rapport à ça. Comment se constituer cette ingénierie? Est-ce que c'est peut-être pas le modèle du chargé de projet qui va arriver pour gérer les choses d'en haut. C'est peut-être plus un modèle horizontal où il y a effectivement à la fois les collectivités qui peuvent apporter de l'ingénierie, mais aussi l'ingénierie opérationnelle des acteurs du territoire, et comment effectivement tout ça peut peut-être se partager et devenir un espace commun de travail. Voilà. Bon, plutôt effectivement d'une ingénierie de coopération, hein. Mais effectivement la question c'était une ingénierie portée par qui? On a eu par exemple lors de ces rencontres il y avait un territoire le territoire de Beldon en Isère qui nous a fait part d'un travail assez intéressant entre une structure culturelle associative qui s'appelle Scènes Obliques et alors c'est pas un pays, c'est un parc naturel régional en préfiguration qui est le parc naturel de Beldon, où l'association culturelle avait travaillé avec le parc sur la construction d'un projet politique. Voilà, on accueille Vera. Donc ça c'est une entrée. Sur cette coopération qui avait lieu finalement entre une structure et une collectivité pour l'élaboration d'un projet culturel de territoire. Ça c'était un exemple assez intéressant où finalement les compétences des uns et des autres étaient mises ensemble autour d'un projet commun.
Voilà, sur ces questions d'ingénierie, on a aussi évoqué, et ça c'est peut-être bien de le rappeler, c'est les dispositifs d'accompagnement qui existent, hein, outre les structures qui peuvent faire un peu d'accompagnement, comme peut faire par exemple la Chambre d'eau sur le territoire des Hauts-de-France pour accompagner des projets, des projets culturels. Il y a notamment, les DLA, les dispositifs locaux d'accompagnement, qui sont des dispositifs qu'il est intéressant de saisir. Alors principalement, généralement, c'est pour avancer sur une question particulière liée à l'activité. Ça peut être des choses très concrètes comme travailler sur la comptabilité, travailler sur la communication, ou alors des choses plus sur la structuration du projet ou le développement d'un projet. Donc il y avait des gens des DLA qui étaient là et qui nous ont présenté ça. Voilà. Ensuite, dans la question des besoins, il y a évidemment un deuxième besoin très fort qui est remonté, qui est celui de la nécessité de partenariat et de financement durable avec les institutions. Une espèce de hiatus entre une réalité territoriale et des dispositifs descendants qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Question du lien que l'on peut faire entre des projets ascendants, initiatives de collectifs citoyens, et les politiques descendantes définies ailleurs et pas nécessairement avec les citoyens. C'est un endroit qu'il y a des espaces de concertation qui peuvent se créer aux différents niveaux, locaux, régionaux, nationaux. Alors, effectivement, il y a des expériences. Là, il y avait des gens du collectif régional Agriculture Hauts-de-France qui ont pu témoigner du travail qui avait été mené en région Hauts-de-France sur la co-construction de la politique culturelle. Mais c'est un peu cet endroit de comment trouver le bon endroit entre des politiques qui seraient encore trop effectivement descendantes et les initiatives qui remontent des territoires et notamment des collectivités. Quand je dis des collectifs de citoyens, c'est aussi parfois des petites communautés communes ou des communes ou des collectivités qui ont et développent des projets. Avec évidemment un gros... l'ensemble des acteurs ont aussi beaucoup discuté de la question des appels à projets qui étaient tout sauf une manière de travailler dans la durée et dans une continuité avec les institutions, donc qui une dérive effectivement qui a été pas mal pointée. Voilà, donc avec peut-être cette nécessité de définir de nouveaux cadres contractuels avec les institutions qui prendraient en compte les caractéristiques propres aux acteurs culturels en ruralité. On a comme la dimension d'expérimentation, par exemple, et d'innovation sociale, la notion de la question des cadres juridiques, des labels, des communs dans lesquels les acteurs pourraient se retrouver collectivement, la question des tiers-lieux qui a été aussi développée, associant à la fois action publique et privée. Enfin, il y a eu toute une réflexion sur cette question, effectivement, des cadres à inventer, avec une intervention assez intéressante de l'Institut Godin, de Nicolas Chauchois de l'Institut Godin, sur la question de l'évaluation, c'est-à-dire poser un peu la question de l'évaluation et de l'innovation, et à travers l'évaluation, effectivement, comment à la fois laisser suffisamment d'espace pour de l'expérimentation, pour que les acteurs puissent inventer, innover et créer de nouvelles manières de travailler, sans être trop normé par effectivement une évaluation qui ne lirait le projet qu'à travers des points prédéterminés à l'avance. Enfin, il y a ça, je vous invite, je ne vais pas vous refaire tout le séminaire, mais je vous invite, tout a été filmé, est en ligne sur le site de la Chambre d'eau, et donc on peut retrouver l'intervention de Nicolas Chauchois qui le dit beaucoup mieux que moi. Voilà, la nécessité aussi de mobiliser les élus sur les questions culturelles, ça c'est un petit peu l'autre besoin qui est apparu. Effectivement, avec les différentes réformes territoriales, la fusion des intercommunalités, la culture comme compétence partagée aux différents niveaux des collectivités, les élus, quel que soit leur engagement, à quel niveau que ce soit, ont à se positionner par rapport aux projets culturels. Et il est vrai que
la plupart des acteurs ont fait valoir qu'en milieu rural, donc il y avait aussi quelques exceptions évidemment, mais c'était pas simple de parler culture avec les élus, de leur territoire. Alors évidemment, il y a eu des exemples sur une communauté de communes, etc. Donc il y a évidemment des élus porteurs, mais ceux-là eux-mêmes disent que à l'intérieur de leur collectivité ou de leurs conseils municipaux ou du conseil communautaire, défendre cette position-là sur la culture n'est pas forcément simple. Donc là, on a évoqué la question de la formation des élus. Alors, avec un débat sur cette question de formation, c'est aussi un accompagnement. C'est comment, à un moment, on emmène aussi, on avance ensemble et avec les élus sur les questions liées à la culture. Voilà, pour terminer un petit peu, je peux passer la parole à Vera, sur la question des défis, on en a relevé quelques-uns, mais bon, on pourrait en relever plus, évidemment. Le premier, c'est la question le défi d'une ruralité connectée au monde, croiser l'ici et l'ailleurs, lieu de relégation, lieu subi ou lieu de choix de vie, espace de repli identitaire ou espace d'invention et d'innovation. On est sans cesse dans cette tension, c'est-à-dire cette tension de la relégation, du repli sur soi, de la question identitaire, et cette tension de l'ailleurs et de cet ailleurs aussi qui fait peur. Et l'endroit de la culture et de l'art au milieu rural semble être un endroit où justement on peut essayer de faire se frotter l'ailleurs et l'ici. Par exemple, il y a eu des exemples de circulation et de liens entre des structures rurales et des scènes nationales ou des CDC sur de la diffusion de spectacles ou même sur des projets de résidence où ensemble, dans un réseau un peu connecté entre des gros lieux, des gros équipements et des structures intermédiaires dans les territoires, pouvaient s'inventer des projets qui avaient du sens et qui permettaient de créer ce lien et cette ouverture entre l'ici et l'ailleurs. Sur cette ruralité connectée au monde, il y a quand même l'enjeu de l'écologie. Alors évidemment, tous ces enjeux que je dis là, aujourd'hui, un an après, avec l'actualité, peuvent être lus encore plus fortement. Oui, quand même, la ruralité est quand même un espace qui est au cœur des enjeux écologiques et environnementaux. Et je pense que la culture est aussi un endroit de réflexion et de pensée où ces questions-là peuvent être abordées, à la fois par les pratiques des acteurs culturels. On voit combien il y a de festivals, notamment, qui sont des festivals qui respectent des normes environnementales extrêmement intéressantes, qui réfléchissent à des manières de recycler, à des manières de consommer, etc. Dire que finalement, les acteurs en milieu rural sont aussi un des défis, c'est aussi un des défis à relever sur cette question écologique et environnementale. Et puis, voilà, un autre défi, mais il est un peu forcément la réponse du besoin exprimé juste avant, c'est celui de la culture qui est en ruralité, finalement, au cœur de nombreux financements possibles, mais de plus en plus fléchés et contraignants, comme on l'a dit. Mais en même temps, cette porosité, cet espace où on est effectivement entre les questions écologiques, les questions de culture, les questions du social, etc., les questions de développement local, font que la culture, mais ça on le verra plus sur la table ronde de cet après-midi, font que la culture est quand même, particulièrement en ruralité, au croisement de financement, ou sinon de financement, mais aussi de politiques différentes possibles. C'est-à-dire que, à la fois au niveau de la culture, entre les différents niveaux de collectivité locale et les priorités de chacun au sein de la culture, mais aussi de façon large, en disant, au fond, sur la question du développement local, il y a moyen d'aller chercher du financement européen, par exemple, ou sur tel projet. Sur la question de faire un festival environnemental, il y a moyen d'avoir des aides du côté de l'environnement, etc. Enfin, donc on est vraiment sur un processus qui est finalement très complexe pour la gestion des choses. Et je vous épargne la liste des financements qu'on avait évoqués. Ça parle aussi
aussi la question du tourisme, c'est aussi la question du patrimoine. Voilà, finalement, la complexité et le caractère très complet de ces projets-là lui donne certes de la complexité, mais lui donne aussi de la possibilité d'aller effectivement à des endroits qui ne sont pas nécessairement les endroits attendus sur la question de la culture. Et puis, enfin, les deux derniers un petit peu défis, c'est la ruralité comme espace d'innovation sociale. Voilà, laisser une place à l'innovation, c'est effectivement, on l'a vu à travers tous les processus, à condition effectivement que ces innovations, que ces expérimentations puissent être analysées, mises en partage. Ça serait vraiment une condition importante, parce qu'on a repéré que finalement, en ruralité, il y avait énormément de choses qui se jouaient dans les territoires, mais qu'elles étaient souvent isolées et peu connues. Et donc, une des raisons d'être d'ailleurs de ces journées, des journées organisées par notamment la Fédélima, l'UFISC et les autres partenaires, c'est aussi de mettre un peu la lumière sur ce qui se fait dans ces territoires, et puis de peut-être partager les pratiques pour... Enfin, il y a une double fonction. Il y a celle de rendre visible ce qui ne l'est pas, et en même temps de conforter les pratiques de chacun des acteurs. Voilà, et voilà, pour que justement on soit aussi sur des modèles économiques à réinventer, qui soient des modèles économiques à réinventer, mais pas une gestion de la précarité. Ça, c'est quand même des questions qui sont aussi des points de tension. Et puis je l'ai passé un peu vite, mais il y avait quand même dans le premier besoin tout à l'heure un fameux besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est une des choses qui est remontée assez vite, c'est on n'a pas... il y a encore quelque part un complexe de la ruralité. Il y a encore un complexe de, bah oui, ce qu'on fait... voilà, c'est bien, mais bon, voilà. Et je pense que cette question de la reconnaissance, de la confiance, de la résilience aussi, de se dire, mais non, ce qu'on fait, c'est souvent extrêmement intéressant et parfois beaucoup plus innovant que ce qui peut se faire ailleurs. Cette question-là aussi, c'est une question qui est remontée de façon assez importante lors de ces rencontres. Voilà un petit peu le tour, je voulais le faire en 30 minutes, voilà, c'est bien, 33 minutes. Un peu le tour, je conçois que c'est peut-être un petit peu rapide, qu'il y a beaucoup de choses, mais on tenait quand même à vous donner ces éléments-là de contexte et de réflexion pour ensuite nourrir la journée. Je vais peut-être demander à Vera si tu veux peut-être avoir une réaction par rapport à ça. Donc Vera Bezonov qui vient de la Fédélima, qui est la Fédération des lieux de musique actuelle. Bonjour Vera. Et qui est ces organismes qui sont porteurs d'une réflexion depuis déjà pas mal de temps, sur ces questions de ruralité à l'échelle nationale. Et donc ça nous paraissait important aussi, au-delà de nos histoires qui se déroulent ici en Haute-France avec la Chambre d'eau, etc., de mettre en perspective à l'échelle nationale sur le travail que vous avez pu mener. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, la Fédélima, la Fédération des lieux de musique actuelle, c'est une fédération nationale qui réunit 150 adhérents qui sont répartis partout en France. Et la question de la ruralité, on se l'est posée dès 2008. Au début, il y avait un besoin, c'était une demande de la part de nos adhérents, il y avait un besoin en fait, ils disaient voilà, nous c'est pas pareil que quand on est en milieu urbain, il y a plein de possibilités, nous on est un petit peu enclavés, c'est un peu compliqué. Donc il y a eu un premier état des lieux qui a été fait en 2008, qui est en ligne, enfin, vous pouvez facilement trouver sur le site. Et puis on a recommencé finalement à traiter ces questions-là dès 2010, parce qu'on avait plus d'adhérents, et puis on avait d'autres qui étaient situés à nouveau en milieu urbain, qui se posaient des questions.
Et puis, ce qui nous titillait, c'était de savoir s'il y avait vraiment des spécificités en milieu rural, puisqu'ils posaient des questions, notamment sur faire venir des artistes. En fait, nos adhérents, c'est historiquement en fait, des lieux de diffusion. Donc, ils se disaient, voilà, nous, en milieu rural, on ne peut pas toujours attirer des artistes, mais finalement, on s'apercevait qu'il y avait certaines questions qui n'étaient peut-être pas non plus liées qu'à la ruralité. Et donc, en 2010, voilà, on a décidé d'ouvrir un chantier là-dessus, qu'on a rapidement ouvert à l'UFISC. Donc l'UFISC, c'est une union en fait, qui réunit des fédérations issues de l'économie sociale et solidaire, les arts de la rue, le cirque, les arts visuels, la musique, voilà. Et du coup, on a rapidement ouvert à ces adhérents de l'UFISC, et donc à l'UFISC au sens général, parce que traiter de la question juste de la ruralité et des musiques actuelles nous semblait un peu restreint. Et tu l'as dit, parce que aussi il y avait beaucoup de projets qui étaient très hybrides et que finalement les choses se croisaient et qu'on ne pouvait pas rester cantonné dans notre secteur si on abordait cette question-là. Donc on a ouvert, alors pendant les premières rencontres qu'on a faites, on a fait des constats. On s'est vraiment posé la question de est-ce qu'il y a vraiment des spécificités. Et puis, alors oui, il y en avait, qui n'était pas forcément pareil, complètement que lié à la question de la ruralité, mais où on voyait qu'il y avait des facteurs, par exemple, positifs, et je pense que tu en as parlé, mais sur notamment l'engagement des acteurs culturels sur ces territoires, des phénomènes de coopération assez fortes et assez aussi interdisciplinaires, beaucoup d'innovations, d'expérimentation. Finalement, on peut se permettre aussi peut-être d'essayer des choses, et ça, c'était vraiment des constats intéressants qu'on faisait à l'échelle, effectivement, à l'échelle nationale. Et puis, effectivement, bien sûr, aussi des constats qui étaient moins positifs, on va dire, avec notamment parfois des difficultés de financement, parce que au niveau local, parce que les collectivités locales sont les plus engagées finalement aussi dans le financement des projets, et là, il y avait moins de moyens. Vous en avez parlé aussi, mais le croisement des financements, parce que quand on est sur des projets hybrides, parfois c'est pas évident du coup de pouvoir croiser tout ça. Donc voilà, donc on a fait ça. Il y a des choses qui nous ont paru parfois moins de l'ordre spécifiquement de la ruralité. Donc on les a mis un peu de côté. Puis après on s'est dit on va avancer, puis on va essayer quand même de produire aussi collectivement. Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est des rencontres qu'on organise maintenant chaque année. C'est un rendez-vous régulier. Il y a des questions finalement qui sont récurrentes et qui se poursuivent d'année en année, notamment la coopération entre les acteurs, les questions d'ingénierie d'accompagnement, la présence artistique sur les territoires, bien évidemment. Voilà, ça c'est des questions qui se poursuivent et où on essaye d'être plus productif, de dépasser les constats, voilà, pour aller vers plus de production. Et c'est pas toujours évident, mais en tout cas on continue à travailler là-dessus. Alors quand même, je voulais aussi peut-être signaler une expérimentation qu'on a menée il y a 3 ans maintenant, qui était justement sur la coopération entre acteurs sur les territoires ruraux, et qui était aussi la question de la co-construction des politiques publiques sur ces territoires. Et dans cette expérimentation, donc il y avait, voilà, c'était trois exemples assez disparates, mais qui tous étaient situés en milieu rural. On s'est aperçu quand même qu'il y avait certains peut-être leviers qui pouvaient être activés. Alors nous on s'est beaucoup questionné quand même sur l'ingénierie d'accompagnement, au-delà même de l'ingénierie culturelle, qui est effectivement d'avoir quand même de la ressource sur les territoires pour aider à monter des projets, à les structurer. Il y a aussi tout cet accompagnement à la dynamique, la mise en lien entre les acteurs, enfin ce qui fait réseau, tu en as parlé aussi je pense. Et ça, du coup, c'est vraiment ce qui ressortait un peu de cette étude d'action, voilà, d'avoir des effets leviers à ce niveau-là. Et puis, effectivement, tout ce qui était aussi démarche de co-construction. Alors, sachant que dans le secteur des musiques actuelles, on avait éprouvé, on a une méthode qui est barbare, qui s'appelle le SOLIMA, le schéma d'orientation des lieux de musique actuelle, mais enfin, qui est juste une méthode justement de co-construction qui permet de réfléchir à comment on se met autour de la table, les acteurs, mais aussi les personnes qui sont sur ce territoire, les artistes, les collectivités territoriales, locales, parfois l'État, enfin, comment on se met en fait autour d'une table et on partage sur les enjeux.
Alors peut-être pas directement de structuration des acteurs, mais plutôt les enjeux justement du territoire. Comment finalement on peut co-construire ce qui peut faire projet de territoire au sens très large. Et cette méthode, alors aujourd'hui, ok, elle a été effectivement éprouvée dans les musiques actuelles, mais également aussi maintenant dans les arts visuels, également aussi dans les arts de la rue, dans la marionnette aussi. En tout cas, on s'est aperçu en tout cas qu'en milieu rural, ces méthodes de construction, elles fonctionnaient particulièrement bien. Parce qu'à la fois on est peut-être éloigné géographiquement, en même temps il y a une proximité de partager le territoire et du coup en fait l'interconnaissance entre les différents acteurs publics, privés, les personnes se fait plus rapidement, en tout cas moi ce que j'observe de ces démarches-là, que parfois en milieu urbain il faut déconstruire beaucoup de concurrence entre les acteurs avant parfois d'arriver à apaiser la situation pour aller plus loin. Et là effectivement le fait aussi que parfois les acteurs dans leur spécificité artistique ou esthétique, sont un peu seuls finalement. Donc, quelque part, ça a amené très vite à réfléchir et à dire, ben, quand on réfléchit à cette co-construction, à cette réflexion sur les enjeux du territoire, c'est vrai qu'en milieu rural, le fait de mettre très rapidement des acteurs très très différents autour de la table, des acteurs effectivement artistiques, mais pas que d'une esthétique particulière, des acteurs du monde social, du monde éducatif, donc des collectivités, ce que je disais, des élus, des artistes, de mettre en tout cas cette diversité d'acteurs autour de la table, on le sent plus facile en milieu rural, et c'est peut-être aussi un levier, une méthode qui permet parfois de se questionner sur finalement quels sont aussi les points forts de mon territoire, parce que je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il n'y a pas une ruralité, il y en a des multiples et des multiples. Ça serait trop simple sinon. Donc, s'interroger vraiment sur mon territoire, finalement, quels sont les points positifs, peut-être quels sont les points peut-être plus de faiblesse, ou peut-être et de s'interroger sur comment, en complémentarité, on peut y amener des réponses. Et ça, c'était ce type de méthode est quand même particulièrement efficace, je trouve. Alors, je vais juste peut-être finir. La question de la ruralité, ça intéresse aussi beaucoup l'État maintenant, quand même. Avec le petit texte de la ministre, mais qui apparemment, on ne sait pas encore, doit se poursuivre avec le nouveau ministre. Il y avait la question de la culture près de chez vous, suite à un rapport. Et du coup, ça a amené, alors je vous le donne plutôt comme une information, mais c'est quand même intéressant. Et puis, il y a du coup eu un groupe de travail interministériel qui s'est créé au sein du coup de l'État. On y trouve effectivement le ministère de la Culture, mais on y trouve aussi l'agriculture, on y trouve, il y a eu vraiment une volonté en tout cas de l'État de poser la question, de traiter la question de manière plus transversale, donc ça c'est un petit point positif. D'y inviter les acteurs, puisque l'UFISC y est et participe à ce groupe de travail, justement. Et du coup, c'était intéressant, puisque finalement, les constats qu'on fait, on a pu les poser collectivement aussi. C'est aussi une méthode de co-construction, à une autre échelle, mais qui est importante. Et donc voilà, et donc ça je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, il y a un début de feuille de route qui a été posé et qui reprend finalement les points que tu citais, les points qu'on observe aussi. Donc pour l'instant, ça part plutôt positivement. On est plutôt écouté. Moi, je dis que c'est plutôt bien dans ce cas-là, faut le souligner. Après, comment ça va se traduire, on ne le sait pas encore, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Donc je pense qu'on a tout intérêt, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais que finalement toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions-là se croiser, échanger. Je pense aussi à Opal, enfin il y a d'autres structures. On est beaucoup quand même aujourd'hui à s'interroger justement à la culture en milieu rural et continuer à échanger, à travailler en transversalité, à trouver des espaces ressources qu'on peut vraiment partager me semble important. Puisque autant la méthode de co-construction fonctionne bien en milieu rural, mais à une autre échelle, je pense qu'on peut partager tout autant. Voilà. Peut-être sur la question des jeunes, il y avait, je ne sais pas si j'étais comme Ardèche, on a pas mal parlé il y avait un atelier sur la question des jeunes en milieu rural. Je ne sais pas si il y a des choses un petit peu à dire, à compléter sur ça. Là, je regarde Patricia qui est tout en haut.
Elle peut peut-être dire Bah deux oui, mots peut-être. sur la démarche, comme ça soit le plus Oui, ça simple. permettra La de présence. démarrer l'échange avec la salle d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Non, je peux parler comme ça, si Ouais. tout le monde entend. Non, parce que pour la captation vidéo, c'est important qu'il y ait un micro. Normalement, il y en a d'autres. Oui, ben alors bonjour à tous. Je suis Patricia Coller, je suis déléguée de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles dont Vincent et Léra parlaient tout à l'heure. Donc en effet, on était également partenaires des rencontres et je suis avec Laure, ma collègue, voilà, sur cette journée. Et en effet, donc l'UFISC a participé avec à plusieurs de ses membres. On les a cités, les compagnies itinérantes, la Fédé des Arts de la Rue, les musiques traditionnelles aussi, la FANDT, enfin plusieurs de ces membres pour réfléchir de façon plurielle, comme vous l'avez très bien signifié dans vos rendus ce matin, cette question de la ruralité. Et il nous a semblé en effet intéressant sur les dernières rencontres en Ardèche de pouvoir pointer la question aujourd'hui de la jeunesse et comment on pensait aussi justement l'avenir de ces territoires à travers la question du parcours des jeunes. Alors on a plutôt choisi la logique des jeunes adultes parce qu'il faut à un moment donné aussi se définir comment dire, un espace de travail, mais c'est vrai que très rapidement cette question de la jeunesse nous a amené à réfléchir à la question plus large du parcours des personnes sur les territoires. Alors pour peut-être pas aller aussi vite sur cette logique de parcours, c'est vrai que on a essayé à travers deux ateliers notamment d'identifier, comme ça a été un petit peu dit là, à la fois les besoins aujourd'hui et les difficultés parfois que rencontraient les jeunes adultes en termes d'accueil ou d'installation, de développement en fait de leur parcours de vie tout simplement sur les territoires ruraux, en essayant d'identifier à la fois les questions de l'emploi, de la professionnalisation, que ce soit dans le cadre de démarches artistiques et culturelles, avec justement la difficulté aussi de rencontrer des réseaux, peut-être parfois d'avoir accès à des écoles, d'avoir accès à des formations, mais en même temps, je dirais tout de suite aussi les points très positifs en termes de compagnonnage, en termes d'accompagnement, d'écosystèmes qui existent et aussi de capacités d'initiative très importantes pour justement aussi démarrer des démarches, que ce soit dans des logiques d'association, dans des logiques de collectif. Donc on avait toujours ce versant à la fois positif et de difficulté que vous avez également signifié. Donc les questions de parcours d'emploi, mais aussi les questions d'implication dans la vie du territoire, la manière dont aujourd'hui on pouvait proposer des espaces aux jeunes adultes pour participer de la réflexion sur le développement du territoire. Donc voilà en quoi des espaces justement associatifs sont non seulement des liens à la question culturelle, des espaces de débat, mais aussi d'implication citoyenne. En quoi on peut aussi ouvrir dans les réflexions de construction des politiques, des espaces pour faire intervenir ces jeunes adultes dans le débat voilà, sur l'avenir du territoire. Donc ça, voilà, c'est des choses qu'on a essayé de pointer et on a notamment pu le développer à travers un exemple de PIA qui était quand même très intéressant, hein, un plan d'investissement d'avenir en Ardèche qui avait été développé au niveau du département. Donc un grand plan d'investissement sur la jeunesse qui permettait justement de travailler des systèmes de coopération dans l'écosystème d'accompagnement et qui faisait beaucoup de transversalité autour justement du parcours des jeunes adultes. Donc c'était très intéressant de voir justement à l'œuvre cette logique de co-construction et de coopération dont vous avez parlé. Et voilà, et donc on espère pouvoir continuer puisque l'UFISC est porteur avec 4 autres partenaires d'un projet sur 3 ans financé par les FEADER sur la question justement de croisement entre jeunesse, culture et ruralité. Donc voilà, c'est un début. Merci Patricia pour cet éclairage complet. Est-ce qu'on a un petit temps pour avoir quelques échanges
avec vous sur les questions qui ont été évoquées ce matin. Est-ce qu'il y a des questions, contributions? Non. On va continuer dans les ateliers. Je pense que ce sera un espace aussi intéressant d'expression. Je sais pas, Rémi, tu veux... On enchaîne sur les ateliers peut-être? Du coup, tu veux que je le fasse? Non, mais c'est pour dire qui est où, etc. Sur le déroulé de la journée, de la suite. Donc on va se répartir en 3 ateliers. Normalement, vous êtes tous plus ou moins inscrits lors de votre inscription à la journée. Alors je voudrais préciser juste avant qu'on rappelle un peu c'est quoi les 3 ateliers, que celui concernant la mobilisation des habitants est assez chargé par rapport aux autres. Donc s'il y en a qui hésitaient un peu entre celui-là et un autre, n'hésitez pas à changer, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Voilà. Pour l'instant, la répartition, c'était 35, 20, 25 à peu près. Donc s'il y en a 4-5 du groupe mobilisation des habitants qui veulent aller ailleurs, n'hésitez pas. Donc je présente ici Alice qui justement sera co-animatrice de l'atelier mobilisation des habitants avec Mélanie de l'échangeur qui est dans la salle, qui est là, voilà, qui lève la main. Donc elles deux, elles seront dans la grande salle. Quand vous êtes entrés près du bar, derrière vous il y avait des portes qui ouvraient sur une grande salle, donc vous serez là-bas. Donc vous allez pouvoir les suivre. Il y a l'atelier sur les artistes à la campagne, donc qui resteront dans cette salle avec Vincent qui co-animera l'atelier avec Lucie qui est ici dans la salle aussi. Et le 3e atelier coopération, donc qui sera co-animé par Vera et par moi. Nous on sera près du bar, tout simplement, où il y a un espace où on a mis quelques chaises et on va pouvoir... qui ne sert que du café et du thé. Voilà, vous pouvez vous répartir dans les 3 groupes. Et pour ceux qui ne se seraient pas inscrits dans des ateliers, vous pouvez aller dans celui qui vous intéresse. Je précise simplement que le retour en plénière de ces ateliers se fera en tout début d'après-midi après le repas. Donc on va, suivant les groupes, ça va se faire différemment. Ce sera soit un co-animateur qui fera le retour, soit pourquoi pas un binôme animateur avec un participant qui a envie aussi de partager ce moment-là. Voilà, donc le retour ce sera à 14h. Je précise tant qu'on est tous ensemble. Donc le repas, pour ceux qui mangent sur place, le repas ce sera à 12h30 dans la grande salle. C'est un repas qui nous est préparé par une coopérative de jeunesse de service. C'est un dispositif qui est assez nouveau et qui permet à des jeunes, souvent animés par un centre social ou une association, de créer leur petite entreprise, entre guillemets. Et donc là, c'est des jeunes de Bois-en-Vermandois, donc qui sont 3/4 d'heure d'ici, à peu près dans le nord du département de l'Aisne, qui nous ont préparé le repas. Donc on pourra les remercier chaleureusement, là ils sont en train de finir de préparer. Et entre midi, on vous propose également entre 13h30 et 14h une visite d'une exposition qui a lieu dans la Malle et qui est organisée par la Malle et qui s'appelle Se mettre au vert. Et donc il y a quelqu'un de la Maison des Arts et Loisirs qui pourra vous faire une petite visite, une présentation de l'exposition entre 13h30 et 14h. Voilà, donc rendez-vous chacun dans vos ateliers et puis tout à l'heure pour le repas à 12h30.